Dans les archives oubliées de la Normandie, une simple mention dans un registre paroissial du XVIIe siècle révèle l'existence d'un commerce si abominable qu'il fut rayé de l'histoire officielle. Un seul nom demeure, gravé dans la pierre tombale d'un cimetière abandonné. Bethléem. Avant de poursuivre cette histoire qui vous glacera le sang, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire que vous allez entendre n'apparaît dans aucun manuel d'histoire. Et pourtant, l'année 1643 marque le début du règne personnel de Louis XIV. Mais dans les campagnes normandes, loin des fastes de Versailles, la mort règne en maîtresse absolue. Les guerres de religion ont laissé des cicatrices profondes, et les épidémies de peste continuent de ravager les villages. Dans cette région vallonnée, entre Caen et Rouen, se dresse le village de Sainte-Marguerite-des-Vallons, un bourg de quelques centaines d'âmes blotti autour de son église gothique. C'est ici que la famille Bethléem a établi son emprise depuis 3 générations. Nominalement, ils sont fossoyeurs et gardiens du cimetière paroissial. Mais leur influence s'étend bien au-delà. Maître Étienne Bethléem, patriarche de la lignée, supervise également la morgue de l'hospice Saint-Rémy, où transitent les corps des indigents, des voyageurs morts sur les routes, et parfois même des nobles déchus. L'homme, âgé de 62 ans, en cette année 1643, est respecté dans la communauté. Son visage buriné porte les marques d'une vie consacrée au service des morts. Ses mains, perpétuellement tachées de terre, manipulent avec une dextérité troublante les dépouilles qui lui sont confiées. Chaque dimanche, on le voit au premier rang de l'église, écoutant religieusement les sermons du père Anselme. Mais derrière cette façade de piété se cache une réalité bien plus sombre. Les Bethléem ont développé au fil des années un réseau complexe de relations avec des individus peu recommandables. Des marchands itinérants aux robes sombres, des hommes aux accents étrangers qui voyagent de nuit, des femmes voilées qui murmurent en latin archaïque. Le commerce officiel des Bethléem consiste en l'entretien des sépultures, la préparation des corps pour les funérailles et la vente d'objets funéraires. Leur atelier, situé dans les dépendances de leur demeure, regorge de cercueils de différentes essences, de linceuls brodés et de crucifix en bois ou en métal. Mais c'est dans les caves voûtées de cette même demeure que se déroule leur véritable activité. Tout commence par le témoignage troublant de Marguerite Lecoq, une lingère du village qui livre régulièrement ses services aux familles endeuillées. Au matin du 15 octobre 1643, elle se présente chez les Bethléem pour récupérer un linceul qu'elle avait confectionné pour la défunte épouse du meunier. Ce qui suit va bouleverser sa compréhension du monde. Arrivée plus tôt que prévu, elle surprend une scène qui la marque à vie. Dans la cour arrière de la demeure, elle aperçoit Étienne Bethléem et ses 2 fils, Gaspard et Lucien, s'affairant autour d'une charrette couverte d'une bâche. L'odeur qui s'en dégage n'est pas celle de la mort fraîche, mais quelque chose de plus nauséabond, de plus ancien. Marguerite se cache derrière un tas de bois et observe. Les 3 hommes déchargent de la charrette des sacs de toile jaunâtre. Le contenu de ces sacs produit des bruits sourds et secs quand ils touchent le sol. Étienne ouvre l'un d'entre eux et en sort ce qui ressemble à un fémur humain qu'il examine minutieusement à la lumière du jour naissant. « Celui-ci fera l'affaire », murmure-t-il à ses fils. Les os de cette noble dame sont parfaitement conservés. Nos clients parisiens apprécieront leur blancheur. Gaspard, l'aîné, approuve d'un hochement de tête avant de répondre. Et les dents, père. Maître Corneille insiste pour avoir des dents intactes pour ses expériences alchimiques. Étienne sourit, un sourire que Marguerite décrit plus tard comme plus froid que la mort elle-même. Il plonge la main dans un autre sac et en ressort un crâne humain intact, avec une dentition parfaite. « Regarde mon fils, ce jeune homme de bonne famille nous rapportera une fortune. Ses dents sont comme des perles et son crâne. » Marguerite ne peut en entendre davantage. Prise de nausée, elle fuit discrètement, mais non sans avoir gravé dans sa mémoire chaque détail de cette scène abominable. Pendant des jours, elle hésite à parler. Qui la croirait?
Les bellem sont respectés, intégrés à la communauté paroissiale, et elle, simple lingère, n'a que sa parole. Les semaines qui suivent cette découverte troublante voient Marguerite Lecoq sombrer dans une mélancolie profonde. Elle observe désormais les bellem avec un œil différent, et ce qu'elle découvre la terrifie davantage encore. Les allées et venues nocturnes se multiplient autour de leur demeure. Des cavaliers encapuchonnés arrivent dans l'obscurité et repartent avant l'aube, leurs sacoches visiblement plus lourdes qu'à l'arrivée. Plus troublant encore, Marguerite remarque que certaines tombes du cimetière paroissial semblent avoir été récemment remuées. La terre, pourtant tassée par les pluies d'automne, paraît fraîchement retournée. Les croix de bois penchent étrangement, comme si elles avaient été déplacées puis remises en place à la hâte. Un matin de novembre, alors qu'elle se rend au lavoir communal, Marguerite croise frère Augustin, un moine cistercien de l'abbaye voisine de Sainte-Croix. L'homme, habituellement loquace, semble préoccupé. Il transporte un sac de cuir qui teinte étrangement à chaque pas. « Bonjour, mon frère », ose Marguerite. « Vous semblez soucieux ce matin. » Frère Augustin sursaute, comme pris en faute. « Ah, dame Marguerite. Non, non, tout va bien. Je me rends chez Maître Bellem pour une commande spéciale de notre abbé. » Il resserre son étreinte sur le sac et poursuit sa route d'un pas pressé. Marguerite remarque alors que ses sandales sont couvertes de terre fraîche et que ses mains portent des traces de chaux. Pourquoi un moine aurait-il besoin de chaux? Et pourquoi cette nervosité? La réponse lui vient quelques jours plus tard, lorsqu'elle apprend par le bedeau de l'église que plusieurs tombes de l'ancien cimetière monastique ont été réaménagées sur ordre de l'abbé. Les ossements des anciens moines auraient été transférés dans un ossuaire commun pour faire place à de nouvelles sépultures. Une explication plausible si elle n'avait pas vu frère Augustin se diriger vers la demeure des bellem avec son mystérieux chargement. C'est alors qu'elle se souvient des paroles d'Étienne Bellem à ses fils. Nos clients parisiens apprécieront leur blancheur. Et si les bellem ne se contentaient pas de profaner les tombes de leur propre cimetière, et si leur réseau s'étendait jusqu'aux institutions religieuses, l'hiver 1643 s'avère particulièrement rigoureux, et avec lui arrive à Sainte-Marguerite-des-Vallons, un jeune homme qui va bouleverser l'équilibre établi. Barthélemy Rousseau, âgé de 18 ans, est le fils d'un marchand de Rouen ruiné par la guerre. Contraint de chercher du travail, il est embauché par les bellem comme apprenti fossoyeur. Barthélemy est un garçon intelligent et observateur. Dès ses premiers jours chez les bellem, il remarque des détails troublants. Les outils de fouille sont étrangement bien entretenus pour des instruments censés servir uniquement à creuser des tombes. Certains d'entre eux, comme des pinces délicates et des instruments de chirurgie, semblent plutôt destinés à des tâches de précision. Plus intrigant encore, Barthélemy découvre dans l'atelier principal un carnet de cuir rouge dissimulé derrière des planches. Les pages, couvertes d'une écriture serrée, contiennent des listes de noms, de dates et de sommes d'argent. Il reconnaît certains noms, des nobles locaux décédés récemment, des bourgeois de Rouen, même quelques ecclésiastiques. Mais c'est la découverte d'une seconde liste qui le glace d'effroi. Cette liste, rédigée d'une main différente, porte en en-tête « Commande spéciale, société parisienne ». Les items répertoriés donnent le vertige. Crâne d'enfant, 12 livres pièces. Ossements de vierge, 8 livres la livre, dents de jeune noble, 3 livres pièces, cheveux de morte non mariée, 1 livre l'once. Chaque ligne est accompagnée d'un nom de client et d'une adresse parisienne. Barthélemy reconnaît quelques noms célèbres. Des alchimistes réputés, des médecins controversés, mais aussi des personnalités de la cour dont la réputation est sans tache. Comment des hommes si respectés peuvent-ils être impliqués dans un commerce si abject? Le jeune homme comprend rapidement qu'il a mis le doigt sur quelque chose de beaucoup plus vaste qu'un simple trafic local. Les bellem ne sont que les exécutants d'un réseau qui s'étend jusqu'aux plus hautes sphères de la société française. Un réseau qui exploite la superstition, l'occultisme et les pratiques ésotériques pour générer des profits considérables.
Si cette révélation vous a donné des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va arriver à ce jeune Barthélemy. Car son destin va prendre un tournant dramatique. Barthélemy décide d'enquêter plus profondément, mais il doit faire preuve d'une extrême prudence. Les Bellem ont développé au fil des années un instinct aiguisé pour détecter les indiscrets. Ils commencent par observer leurs habitudes nocturnes, se postant discrètement près des fenêtres de la cave où semblent se dérouler les activités les plus secrètes. Ce qu'ils découvrent dépasse ses pires craintes. Dans cette cave voûtée, aménagée comme un véritable laboratoire, les Bellem procèdent à une véritable industrie de la mort. Des tables de dissection accueillent les corps exhumés, où père et fils travaillent avec la précision de chirurgiens expérimentés. Ils prélèvent méticuleusement les os, les dents, les cheveux, les conservent dans des solutions mystérieuses, les classent selon des critères que seuls eux connaissent. Mais le plus troublant reste la présence régulière de visiteurs encapuchonnés. Ces hommes et ces femmes, visiblement issus de milieux aisés à en juger par la richesse de leurs vêtements, viennent inspecter la marchandise avant de conclure leurs achats. Barthélemy entend des conversations qui le révoltent. Ces ossements d'enfants morts-nés conviendront parfaitement pour nos rituels de divination, murmure une femme à la voix raffinée. Nos clients nobles paieront le prix fort pour des composants si purs. Et ces dents de jeunes filles vierges, interroge un homme au fort accent parisien. Maître Flamel m'a expressément demandé des dents, n'ayant jamais connu le péché de chair. Étienne Bellem, avec l'assurance d'un marchand chevronné, présente ses produits avec une fierté déplacée. Nos méthodes de conservation sont uniques en France. Nous utilisons des techniques héritées des embaumeurs égyptiens, adaptées aux besoins de notre clientèle moderne. Barthélemy découvre également que le réseau des Bellem s'étend bien au-delà de la Normandie. Des correspondances trouvées dans le bureau d'Étienne révèlent des contacts avec des complices à Paris, Lyon, Marseille et même jusqu'en Espagne et en Italie. Apparemment, la France entière est parcourue par ce commerce macabre qui alimente les pratiques occultes des puissants. Plus troublant encore, Barthélemy apprend que certaines exhumations sont commandées à l'avance. Des clients spécifient le type de dépouille qu'ils recherchent, et les Bellem s'arrangent pour que ces personnes décèdent dans des circonstances permettant de récupérer leur corps. Le doute s'insinue dans l'esprit du jeune homme. Les Bellem se contentent-ils de profaner les tombes, ou vont-ils jusqu'à provoquer certains décès? La réponse à cette question terrifiante lui parvient par un concours de circonstances tragiques. En décembre 1643, une épidémie de fièvre maligne frappe le village. Plusieurs habitants tombent malades, et parmi eux, Marie Dubois, une jeune femme de 23 ans, réputée pour sa beauté et sa pureté. Elle est fiancée à Pierre le Grand, le fils du forgeron, et leur mariage était prévu pour le printemps suivant. Barthélemy remarque que Gaspard Bellem rend fréquemment visite à la jeune femme, soi-disant pour apporter des remèdes préparés par son père. Mais l'état de Marie ne s'améliore pas, au contraire. Elle semble sombrer dans une langueur étrange, ponctuée de crises de délire où elle évoque des visions terrifiantes. Un soir, caché dans les combles de la demeure des Bellem, Barthélemy surprend une conversation entre père et fils qui lui révèle l'horrible vérité. La jeune Dubois sera parfaite pour la commande du duc de Nevers, déclare Étienne avec satisfaction. Il recherche spécifiquement les cheveux et les dents d'une vierge blonde morte avant ses 25 ans. Nos poudres font effet, elle ne passera pas l'hiver. Et si elle guérit malgré tout, s'inquiète Gaspard, alors nous accélérerons le processus, répond son père d'un ton glacial. Un pèlerinage à l'abbaye de Sainte-Croix, un accident sur la route, les possibilités ne manquent pas. Barthélemy comprend avec horreur que les Bellem ne se contentent pas de profaner les tombes. Ils empoisonnent leurs victimes, les tuent à petit feu, pour répondre aux commandes spécifiques de leurs clients. Marie Dubois n'est pas malade, elle est assassinée lentement, méthodiquement, pour satisfaire les désirs macabres d'un noble collectionneur. Le jeune homme réalise également qu'il n'est probablement pas le premier à avoir découvert la vérité. D'autres apprentis ont sans doute précédé sa venue chez les Bellem. Mais où sont-ils maintenant?
Leur nom ne figure dans aucun registre paroissial. Aucune trace de leur départ du village n'existe. Une peur glacée s'empare de lui. Combien de témoins gênants ont-ils été recyclés dans le commerce des Bellem? Barthélemy sait qu'il doit agir rapidement pour sauver Marie Dubois et exposer les crimes des Bellem. Mais à qui peut-il s'adresser? Le curé de la paroisse, Père Anselme, semble étrangement proche des Bellem. Le seigneur local, le comte de Montclair, figure justement sur la liste des clients parisiens. Quant aux autorités civiles, elles sont trop éloignées et probablement corrompues. Il décide néanmoins de tenter sa chance auprès du prévôt de Rouen, maître Guillaume Le Tellier, réputé pour son intégrité. Mais pour convaincre cet homme de loi, il lui faut des preuves tangibles. Barthélemy décide de voler le carnet rouge contenant les listes de clients, ainsi que quelques échantillons de la correspondance commerciale des Bellem. L'opération se révèle plus périlleuse que prévu. Les Bellem ont développé un système de surveillance sophistiqué autour de leur demeure. Des chiens dressés patrouillent la nuit et des pièges à loups sont dissimulés dans les chemins d'accès. Barthélemy doit faire preuve d'une prudence extrême pour pénétrer dans le bureau d'Étienne sans se faire repérer. Il réussit néanmoins à s'emparer du carnet et de plusieurs lettres compromettantes. Mais au moment où il s'apprête à quitter la pièce, un bruit de pas résonne dans l'escalier. Pris de panique, il se cache derrière une armoire et retient son souffle. Étienne Bellem entre dans le bureau, une chandelle à la main, et se dirige directement vers l'endroit où était dissimulé le carnet. « Mes soupçons étaient donc fondés », murmure-t-il dans l'obscurité. « Quelqu'un fouille dans mes affaires. » Il inspecte soigneusement la pièce, passant dangereusement près de la cachette de Barthélemy. Puis, après ce qui semble une éternité, il ressort sans avoir découvert l'intrus. Mais Barthélemy comprend que son subterfuge ne passera pas inaperçu longtemps. Les Bellem vont rapidement découvrir le vol et identifier le coupable. Barthélemy quitte discrètement la demeure des Bellem et prend la route de Rouen dès l'aube. Il espère devancer les soupçons et remettre les preuves au prévôt avant que les Bellem ne réalisent sa trahison. Mais il a sous-estimé la rapidité de réaction de ses employeurs. Avant même qu'il ait parcouru la moitié du chemin, des cavaliers lancés à sa poursuite le rattrapent. Il reconnaît Gaspard et Lucien Bellem, accompagnés de deux hommes qu'il n'avait jamais vus auparavant. Des hommes au visage dur, visiblement habitués à la violence. « Barthélemy !» crie Gaspard en éperonnant son cheval. « Où cours-tu ainsi de si bon matin ?» Le jeune homme comprend qu'il ne peut plus faire semblant. Il lance son cheval au galop, espérant atteindre les faubourgs de Rouen avant ses poursuivants. Mais sa monture, fatiguée par des mois de dur labeur, ne peut rivaliser avec les chevaux frais des Bellem. La poursuite se transforme en une course-poursuite effrénée à travers la campagne normande. Barthélemy connaît bien la région, il emprunte des chemins détournés, traverse des bois, franchit des ruisseaux. Mais les hommes à ses trousses semblent connaître tous ses subterfuges. Ils le traquent comme un gibier, resserrant inexorablement leur étau. Finalement, aux abords d'un petit bois près de Rouen, Barthélemy est contraint de s'arrêter. Son cheval, épuisé, refuse d'avancer davantage. Les 4 hommes l'encerclent, le visage impassible. « Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas », déclare Gaspard d'une voix glacée. « Rends-le-nous et nous oublierons cet incident. » Barthélemy sait qu'il n'a plus le choix. Il sort le carnet rouge et les lettres de sa besace, mais au lieu de les remettre à ses poursuivants, il les jette dans le ruisseau qui borde le chemin. L'eau emporte rapidement les preuves vers l'aval, les rendant irrécupérables. « Maintenant, vous ne pourrez plus tuer personne », crie-t-il avec un mélange de peur et de défi. Le visage de Gaspard se durcit. Il fait un signe à ses complices, qui descendent de cheval et se dirigent vers Barthélemy. Le jeune homme comprend qu'il vient de signer son arrêt de mort. Ce qui suit se déroule dans un silence pesant, troublé seulement par le murmure du ruisseau et le hennissement des chevaux.
Les hommes de main s'emparent de Barthélemy sans violence apparente, mais avec une efficacité qui trahit leur expérience. Ils le ligotent et le chargent sur l'un des chevaux comme un simple ballot. « Que comptez-vous faire de moi ?» balbutie Barthélemy, déjà conscient de la réponse. « Tu vas nous aider à comprendre exactement ce que tu as vu et à qui tu as parlé, » répond Lucien Bellem d'une voix dénuée d'émotion. « Ensuite, tu rejoindras nos autres apprentis indiscrets. » Le retour vers Sainte-Marguerite-des-Vallons se déroule dans un silence lourd de menaces. Barthélemy observe le paysage qu'il ne reverra sans doute jamais, grave dans sa mémoire les détails de cette dernière chevauchée. Il pense à Marie Dubois, qu'il n'a pas réussi à sauver, à tous les innocents qui continueront à mourir pour alimenter le commerce macabre des Bellem. Arrivé à la demeure, il est enfermé dans une cave humide, différente de celle où se déroulent les activités de dissection. Cette cave-là sent la mort ancienne, une odeur de décomposition qui imprègne les murs de pierre. Dans un coin, il aperçoit des ossements humains, mais pas ceux destinés à la vente. Ces os-là portent encore des lambeaux de chair, des cheveux, des vêtements. Les restes d'autres apprentis, sans doute, ceux qui avaient découvert la vérité avant lui. Étienne Bellem descend le voir quelques heures plus tard. L'homme semble fatigué, vieilli par les événements de la journée. Il s'assoit sur un tabouret face à Barthélemy et le regarde longuement sans parler. « Tu sais, finit-il par dire, j'ai toujours eu de l'estime pour toi. Tu es intelligent, observateur, travailleur. Dans d'autres circonstances, tu aurais pu devenir un associé précieux. Comment pouvez-vous faire cela ?» s'écrie Barthélemy. « Comment pouvez-vous tuer des innocents pour vendre leurs restes à des fous ?» Étienne sourit tristement. « Des fous ? Tu crois que nos clients sont des fous ? Détrompez-toi, mon garçon. Nos clients sont des hommes de pouvoir, des nobles, des bourgeois, des ecclésiastiques. Ils dirigent ce pays, ils façonnent son avenir, et ils ont besoin de nos services pour satisfaire leurs besoins particuliers. » Il se lève et fait quelques pas dans la cave. « Sais-tu combien rapporte notre commerce ? Assez pour acheter des châteaux, des titres de noblesse, des privilèges royaux. Assez pour corrompre des juges, des prêtres, des administrateurs. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des entrepreneurs. Et Marie Dubois, et tous les autres que vous avez tués ? Marie Dubois va mourir de toute façon, répond Étienne avec froideur. Nous ne faisons qu'accélérer un processus naturel. Et ces restes serviront à quelque chose d'utile, contrairement à ce qui se passerait si elle pourrissait simplement dans un cercueil. Barthélemy comprend qu'il a affaire à un homme qui a depuis longtemps perdu toute humanité. Un homme pour qui la mort n'est plus qu'une marchandise et la vie humaine qu'une matière première à exploiter. Le lendemain matin, Barthélemy reçoit une visite inattendue. Frère Augustin, le moine cistercien qu'il avait croisé quelques mois plus tôt, descend dans la cave accompagné d'Étienne Bellem. Le religieux porte la même robe de bure, mais son visage a perdu toute bienveillance chrétienne. « Voici donc notre problème, » dit-il en désignant Barthélemy. Ce jeune homme a vu des choses qu'il ne devrait pas voir. « Il a volé nos documents les plus sensibles, » ajoute Étienne. « Heureusement, nous avons pu récupérer la situation avant qu'il ne contacte les autorités. » Frère Augustin hocha la tête. Nos supérieurs parisiens ne seront pas contents d'apprendre cet incident. Ils comptent sur notre discrétion absolue. C'est alors que Barthélemy comprend l'étendue véritable du complot. Les Bellem ne sont pas des criminels isolés. Ils font partie d'un réseau organisé qui implique des institutions religieuses, des nobles, des bourgeois, peut-être même des membres de la cour royale. Un réseau qui utilise la superstition et l'occultisme pour générer des profits considérables, mais aussi pour maintenir son emprise sur la société. « Qui êtes-vous vraiment ?» demande-t-il au moine. « Je suis ce que tu vois », répond frère Augustin. Un homme de Dieu qui comprend que la foi doit parfois s'accommoder des réalités du monde. Nos clients ne sont pas des hérétiques, ce sont des hommes de pouvoir qui cherchent à maintenir l'ordre établi par tous les moyens nécessaires. Il sort de sa robe un petit flacon rempli d'un liquide transparent.
Ceci t'aidera à rejoindre le Seigneur sans souffrance. C'est un privilège que nous n'accordons qu'aux jeunes gens de valeur. Barthélemy réalise qu'il va mourir, mais aussi que sa mort ne servira à rien. Le réseau des Bellem continuera à fonctionner, Marie Dubois mourra empoisonnée, d'autres innocents suivront. Le mal qu'il a découvert est trop vaste, trop bien organisé, trop puissant pour être détruit par la révélation d'un simple apprenti. Mais au moment où frère Augustin s'apprête à lui faire boire le poison, des bruits de lutte résonnent dans la maison au-dessus d'eux, des cris, des chocs, puis un silence inquiétant. Étienne et le moine échangent un regard inquiet. « Que se passe-t-il » murmure Étienne. La porte de la cave s'ouvre brutalement et un homme en habit de voyage dévale les escaliers. Il est accompagné de 2 soldats en uniforme royal. L'homme, âgé d'une 50aine d'années, porte les insignes d'un officier de la maréchaussée. « Maître Bellem, dit-il d'une voix ferme, vous êtes en état d'arrestation pour profanation de sépulture et commerce illicite. » Étienne blêmit. « Monsieur le lieutenant, il y a sûrement une erreur. » « Aucune erreur, » réplique l'officier. « Nous avons reçu des informations détaillées sur vos activités, et nous avons trouvé dans vos caves de quoi confirmer ces accusations. » Il se tourne vers Barthélemy. « Jeune homme, vous avez de la chance. Quelqu'un nous a prévenu de votre disparition. » Barthélemy est stupéfait. Qui a pu alerter les autorités? Comment ont-elles pu agir si rapidement? L'officier semble lire dans ses pensées. Dame Marguerite Lecoq, explique-t-il, nous a fait parvenir un témoignage détaillé sur les activités de cette famille. Quand elle a appris votre disparition, elle a compris que vous aviez découvert la vérité. Marguerite Lecoq, la lingère qui avait assisté à la première scène troublante. Elle avait donc trouvé le courage de parler malgré sa peur. Barthélemy ressent une vague de reconnaissance envers cette femme simple qui a risqué sa vie pour la justice. L'arrestation des Bellem fait scandale dans la région. Père et fils sont jugés et condamnés à mort pour leurs crimes. Frère Augustin, quant à lui, disparaît mystérieusement avant le procès. Son corps ne sera jamais retrouvé, alimentant les rumeurs selon lesquelles il aurait rejoint d'autres complices dans des régions plus éloignées. Le procès révèle l'ampleur du réseau, mais de manière incomplète. Les autorités découvrent dans les caves des Bellem suffisamment de preuves matérielles pour les condamner. Des ossements humains fraîchement prélevés, des outils de dissection, des fioles contenant des substances suspectes. Mais les documents les plus compromettants, ceux qui auraient pu impliquer de hautes personnalités, ont disparu avec les eaux du ruisseau. Barthélemy témoigne courageusement devant les juges, détaillant tout ce qu'il a vu et entendu. Son récit glace l'assistance et plusieurs nobles présents au procès quittent discrètement la salle d'audience. Certains noms mentionnés par le jeune homme provoquent des remous dans les hautes sphères parisiennes, mais sans preuves écrites, impossible d'engager des poursuites contre des personnalités aussi influentes. Marie Dubois, miraculeusement, survit à son empoisonnement. Les médecins de Rouen, alertés par Barthélemy, parviennent à identifier les substances toxiques utilisées par les Bellem et à administrer les antidotes appropriés. La jeune femme garde cependant des séquelles de cette tentative d'assassinat. Sa santé reste fragile et elle développe une peur maladive des étrangers. Le village de Sainte-Marguerite-des-Vallons tente de retrouver une normalité, mais l'affaire laisse des traces profondes. Le cimetière paroissial est entièrement réorganisé sous la supervision des autorités ecclésiastiques. De nombreuses tombes sont ouvertes pour vérifier leur contenu, révélant l'étendue des profanations commises par la famille Bellem sur plusieurs générations. Cependant, plusieurs éléments de l'affaire demeurent inexpliqués, semant le doute sur la portée réelle de la justice rendue. L'enquête révèle que les Bellem possédaient une fortune considérable, largement supérieure à ce que leurs activités officielles auraient pu générer. Des comptes bancaires à Paris, Rouen et même Londres contiennent des sommes qui témoignent d'un commerce prospère sur plusieurs décennies. Plus troublant encore, l'inventaire de leurs biens révèle l'existence de correspondances avec des personnalités dont les noms font frémir les enquêteurs. Des lettres signées de noms célèbres, des commandes détaillées, des reçus de paiement. Mais ces documents, curieusement, disparaissent des scellés avant le procès.
Officiellement, un incendie accidentel dans les locaux de la prévôté de Rouen aurait détruit une partie des pièces à conviction. Le lieutenant qui a dirigé l'arrestation, maître Guillaume Moncornet, refuse de s'exprimer publiquement sur ces disparitions suspectes. Interrogé en privé par Barthélemy, il se contente de murmurer « Certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées entièrement. Nous avons coupé la tête du monstre, mais son corps compte encore de nombreux membres. » L'abbaye de Sainte-Croix fait également l'objet d'une enquête discrète. Les autorités découvrent que plusieurs moines ont quitté précipitamment l'établissement dans les jours qui ont suivi l'arrestation des Bellem. L'abbé, Dom Siméon de Montclair, prétend qu'il s'agit de transferts de routine vers d'autres monastères, mais il refuse de révéler les destinations de ces religieux. Plus intrigant encore, l'examen de l'ancien cimetière monastique révèle des anomalies troublantes. De nombreuses tombes anciennes ont été vidées de leur contenu, mais les registres de l'abbaye ne mentionnent aucun transfert d'ossements. Où sont passés les restes des moines enterrés là depuis des siècles? Marguerite Lecoq, héroïne malgré elle de cette affaire, ne profite guère de sa bravoure. Quelques mois après le procès, elle tombe mystérieusement malade. Les symptômes qu'elle développe rappellent étrangement ceux de Marie Dubois. Langueur, fièvre intermittente, vision cauchemardesque. Malgré les soins prodigués par les meilleurs médecins de la région, elle s'éteint au printemps 1644. Sa mort soulève des questions troublantes. Qui aurait intérêt à faire taire la principale témoin de l'affaire Bellem? Les autorités enquêtent, mais ne trouvent aucune trace d'empoisonnement. Officiellement, Marguerite serait morte d'une fièvre maligne, comme il en sévit régulièrement dans la région. Barthélemy, quant à lui, quitte définitivement la Normandie après le procès. Il s'installe à Paris, où il reprend des études de droit grâce à une bourse accordée par les autorités royales en reconnaissance de son courage. Mais il garde de cette affaire des séquelles psychologiques durables. Il développe une méfiance maladive envers les institutions religieuses et une obsession pour la justice qui marquera toute sa carrière. Devenu avocat, il se spécialise dans la défense des accusés de sorcellerie et d'hérésie, tentant de protéger les innocents contre les abus de pouvoir qu'il a lui-même subis. Ses collègues le décrivent comme un homme brillant mais tourmenté, hanté par des souvenirs qu'il ne partage qu'avec ses intimes. L'affaire Bellem provoque des remous jusque dans la capitale. Plusieurs personnalités de la cour, discrètement mises en cause par les témoignages, voient leur réputation ternie. Certaines quittent précipitamment Paris pour des voyages prolongés en province ou à l'étranger. D'autres, plus habiles, parviennent à retourner la situation en leur faveur en se présentant comme des victimes de diffamation. Le cardinal Mazarin lui-même s'intéresse de près à l'affaire. Non pas par souci de justice, mais parce qu'il comprend les implications politiques du scandale. Si l'existence d'un réseau occulte impliquant des nobles et des ecclésiastiques venait à être révélée publiquement, elle pourrait ébranler la stabilité du royaume. Il ordonne donc une enquête secrète pour identifier tous les complices potentiels et évaluer les risques pour la monarchie. Cette enquête, menée par des agents discrets, révèle l'existence d'un véritable marché noir de l'occultisme dans la haute société française. Les pratiques ésotériques, loin d'être marginales, séduisent de nombreux nobles en quête de pouvoir, de fortune ou d'influence. Les restes humains fournis par les Bellem alimentent des rituels magiques, des expériences alchimiques, des séances de divination qui permettent à leurs participants de croire qu'ils contrôlent leur destin. Mais Mazarin comprend également que révéler cette vérité risquerait de provoquer une crise religieuse et politique majeure. Il décide donc d'étouffer l'affaire, de limiter les poursuites aux seuls Bellem et de faire disparaître toutes les preuves compromettantes pour les personnalités de haut rang. 20 ans après l'exécution des Bellem, l'affaire semble oubliée. Sainte Marguerite des Vallons a retrouvé sa tranquillité, sous la supervision d'un nouveau curé et d'un nouveau fossoyeur. Le cimetière paroissial, entièrement réorganisé, ne porte plus trace des profanations passées. Pourtant, des indices troublants suggèrent que le réseau n'a pas entièrement disparu. En 1663, un incident étrange se produit dans un village voisin. Le fossoyeur local, un certain Hervé Dubrinfo, est surpris en train d'exhumer clandestinement des corps récemment enterrés.
Interrogé par les autorités, il avoue agir sur commande de clients parisiens qui lui versent des sommes importantes pour des composants spéciaux. L'enquête révèle que Dubrinfo n'est qu'un maillon d'une chaîne qui s'étend de nouveau vers la capitale. Mais cette fois, les autorités font preuve de plus de discrétion. L'homme est arrêté, jugé rapidement et exécuté sans publicité. Aucun détail de l'affaire ne filtre dans l'opinion publique. Barthélemy, devenu entre-temps un avocat respecté de Paris, entend parler de cette nouvelle affaire par ses relations professionnelles. Il tente d'en savoir plus, mais se heurte à un mur de silence. Ses anciens contacts dans la maréchaussée refusent de lui fournir des informations, et les dossiers judiciaires relatifs à l'affaire Dubrinfo disparaissent mystérieusement des archives. Cette expérience le convainc que le réseau mis au jour en Normandie s'est reconstitué sous d'autres formes. Les puissants qui utilisaient les services des Bellem ont trouvé de nouveaux fournisseurs, plus discrets, mieux protégés. Le commerce macabre continue, mais dans l'ombre, loin des regards indiscrets. En 1672, près de 30 ans après l'affaire originelle, un événement vient relancer les interrogations sur l'héritage des Bellem. La demeure familiale, confisquée par la justice et laissée à l'abandon, s'effondre partiellement lors d'un violent orage. Les villageois qui viennent constater les dégâts font une découverte macabre. Sous les décombres, ils mettent au jour une cave secrète que les enquêteurs de 1643 n'avaient pas découverte. Cette cave contient des centaines d'ossements humains, soigneusement triés et étiquetés, ainsi que des documents qui révèlent l'ampleur véritable du commerce des Bellem. Parmi ces documents figure un registre détaillé de toutes les transactions effectuées par la famille sur 3 générations. Les noms qui y figurent constituent un véritable bottin de la haute société française. Duc, comte, évêque, abbé, médecin de la cour, alchimistes renommés, astrologues royaux. Même quelques noms de la famille royale apparaissent, cryptés mais reconnaissables. Le curé actuel de Sainte-Marguerite-des-Vallons, l'abbé Thierry Malcot, comprend immédiatement les implications de cette découverte. Il fait porter les documents à l'évêché de Rouen, mais ceux-ci disparaissent pendant le transport. Officiellement, la charrette qui les transportait aurait été attaquée par des brigands. Mais aucune rançon n'est jamais demandée, et les brigands ne sont jamais retrouvés. L'abbé Malcot, homme intègre mais prudent, comprend qu'il vient de toucher à quelque chose qui le dépasse. Il fait murer définitivement la cave secrète et interdit formellement à quiconque de fouiller les ruines de la demeure Bellem. Cette interdiction, assortie de menaces d'excommunication, est scrupuleusement respectée par les villageois. Cette histoire vous a-t-elle convaincu de la réalité de ces événements? Les preuves semblent accablantes, mais étrangement, aucun historien officiel n'en fait mention. Coïncidence ou conspiration? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour d'autres révélations sur l'histoire cachée de France et partagez cette vidéo avec ceux qui ne craignent pas de regarder la vérité en face. L'histoire des Bellem aurait pu s'arrêter là, enfouie sous les décombres et le silence officiel. Mais en 1689, soit près de 50 ans après les événements originaux, une dernière révélation vient troubler cette tranquillité apparente. Barthélemy Rousseau, devenu entre-temps un avocat influent de Paris, reçoit la visite d'un homme âgé qui se présente comme le dernier descendant de la famille Bellem. Il s'agit de Nicolas Bellem, petit-fils d'un cousin éloigné d'Étienne, qui a grandi loin de la Normandie sans connaître l'histoire de sa famille. Cet homme apporte avec lui un héritage troublant. Une malle de documents que son grand-père lui a légués sur son lit de mort, avec pour seule instruction de la remettre au jeune homme qui avait survécu aux caves de Sainte-Marguerite. Il a mis des années à retrouver la trace de Barthélemy, mais sa détermination a finalement payé. Le contenu de cette malle dépasse tout ce que Barthélemy avait imaginé. Il y trouve la correspondance complète des Bellem avec leurs clients parisiens, des contrats détaillés, des listes de prix, mais surtout des témoignages écrits de leurs victimes. Certains documents révèlent que le réseau s'étendait bien au-delà de la France, jusqu'en Angleterre,
en Espagne et même dans les États allemands. Plus troublant encore, Barthélemy découvre que son propre sauvetage n'était pas le fruit du hasard. Marguerite Lecoq avait été contactée par un mystérieux correspondant parisien qui l'avait encouragé à témoigner contre les Bellem. Ce correspondant, qui signait « un ami de la justice », semblait parfaitement informé des activités de la famille normande. Barthélemy comprend alors qu'il a été le pion involontaire d'un jeu qui le dépassait. Sa découverte du réseau, son arrestation, son sauvetage, tout avait été orchestré par des forces qu'il ne pouvait identifier. Mais dans quel but? Pour détruire les Bellem ou simplement pour éliminer des concurrents gênants? La dernière pièce du puzzle lui est révélée par Nicolas Bellem lui-même. Le vieil homme lui confie que son grand-père, avant de mourir, lui a révélé un secret de famille terrible. Les Bellem n'étaient pas les créateurs du réseau de trafic d'ossements humains. Ils n'étaient que les héritiers d'une tradition beaucoup plus ancienne, qui remontait aux Templiers dissous au début du XIVe siècle. Selon cette révélation, certains Templiers auraient survécu à la persécution de Philippe le Bel en se fondant dans la population civile. Ils auraient perpétué leurs pratiques ésotériques en créant un réseau secret de fourniture de composants sacrés pour les rituels occultistes de la noblesse européenne. Les Bellem n'auraient été que les gardiens de cette tradition dans leur région. Cette explication jetterait un éclairage nouveau sur toute l'affaire. Les clients parisiens ne seraient pas de simples amateurs d'occultisme, mais les membres d'une société secrète, héritière des mystères templiers. Le réseau de profanation de tombes ne serait qu'un aspect visible d'une organisation beaucoup plus vaste et plus puissante. Barthélemy réalise alors qu'en exposant les Bellem, il n'a fait que contraindre cette organisation à modifier ses méthodes. Le réseau existe toujours mais sous d'autres formes, avec d'autres intermédiaires. Sa victoire de 1643 n'était qu'illusoire, et les forces qu'il a combattues continuent à opérer dans l'ombre de l'histoire officielle. Nicolas Bellem repart aussi mystérieusement qu'il était venu, laissant Barthélemy seul avec ses révélations troublantes. L'ancien apprenti fossoyeur, devenu un homme respecté de près de 70 ans, se trouve confronté à un dilemme moral terrible. Doit-il révéler ces nouveaux éléments au risque de réveiller des forces qui le dépassent, ou doit-il emporter ce secret dans sa tombe? Il choisit une solution intermédiaire. Il rédige un mémoire détaillé de toute l'affaire, depuis sa découverte initiale jusqu'aux révélations de Nicolas Bellem. Ce mémoire, il le confie à un notaire parisien avec instruction de ne l'ouvrir qu'un siècle après sa mort. Ainsi, espère-t-il, la vérité finira par éclater quand les protagonistes de l'époque auront tous disparu. Barthélemy meurt en 1694, emportant avec lui ses secrets. Son mémoire dort dans l'étude notariale pendant exactement 100 ans, jusqu'à ce qu'un jeune clerc le découvre en 1794, en pleine Révolution française. Ce clerc, terrifié par ce qu'il lit, décide de brûler le document plutôt que de risquer sa vie en révélant des informations si compromettantes. Seules quelques pages échappent aux flammes, des fragments épars qui ne permettent pas de reconstituer l'histoire complète. Ces fragments, conservés dans les archives privées de familles nobles ayant survécu à la Révolution, constituent aujourd'hui les seules traces tangibles de l'affaire Bellem. Aujourd'hui encore, dans les villages de Normandie, certains anciens évoquent à voix basse l'histoire des Bellem. Ils racontent que la demeure familiale, pourtant détruite depuis des siècles, apparaît parfois dans la brume matinale, comme un mirage de pierre et de mort. Ils parlent de bruits étranges dans l'ancien cimetière paroissial, de lumières qui dansent entre les tombes les nuits sans lune. Ces récits, évidemment, ne sont que superstitions et légendes populaires. Mais ils témoignent de l'impact durable qu'a eu cette affaire sur la mémoire collective de la région. Un impact si profond qu'il transcende les siècles et continue à hanter l'imaginaire local. Les historiens officiels, quant à eux, ignorent superbement ces témoignages. Dans leurs ouvrages savants, aucune mention n'est faite de la famille Bellem ou de son commerce macabre.
Cette omission est-elle due à un manque de sources fiables ou à une volonté délibérée d'occulter un épisode embarrassant de l'histoire française? La question reste ouverte et chacun peut y apporter sa propre réponse. Mais une chose est certaine, dans les méandres de l'histoire officielle, combien d'autres secrets dorment-ils, attendant qu'un regard curieux vienne les réveiller? Combien d'autres bellêmes ont-ils opéré dans l'ombre, protégés par le silence des puissants et l'oubli du temps? L'histoire que vous venez d'entendre semble si précise, si documentée, qu'il est difficile de croire qu'elle soit entièrement fictive. Et pourtant, aucune source officielle ne la confirme. Alors, vérité historique ou construction imaginaire? La frontière est parfois plus mince qu'on ne le croit. Car au final, la plus terrifiante des histoires n'est-elle pas celle qui pourrait être vraie?